Hello, everyone, and greetings from Paris. My name is Sujit Kim, and in my position as head of the Urban Policies and Reviews Unit at the OECD, I advise national and city leaders on how to make cities better places to live in. Those national and city leaders have really spent the last 18 months on the battlefield, really fighting a crisis that has already killed, more than 4 million people worldwide, and also 114 million jobs. And at the OECD, we have been monitoring the various strategies that more than 100 cities around the world have been developing since March 2020 to recover from this crisis. And what emerges very clearly is that no city is going back to business as usual. All cities have to reinvent themselves, and particularly those city centers, which used to be typically urban spaces, those bustling streets full of people and businesses, and those city centers have suddenly emptied out, of course, with the first wave of lockdowns. But they are progressively coming back to life again, as our cities are now learning to live with the virus, but in a completely different context, marked with social distancing requirements, the rise of remote work, digital solutions, as well as this growing awareness about the need for more sustainable urban development. So a key question for our session today is really how those city centers can become more sustainable to continue to drive urban development, and not only just in the context of the current COVID-19 pandemic, but also how to become more resilient to potential future shocks and to be fit for the future. And what do cities and also businesses need to do to shape this safer and brighter future? So to dig into this topic, I am extremely pleased to host this very diverse range of experts on this panel today. So we have with us two professors, Jean-Philippe Meloche from the University of Montreal, where you are an associate professor at the Faculty of Environmental Design in the School of Urban Planning and Landscape Architecture. So hello, Jean-Philippe. We are also pleased to have Carlos Moreno from the University of Paris, Panthéon-Sorbonne in France, where you are professor, scientific director, and co-founder of the chair called Entrepreneurship, Territory, and Innovation. Hello, Carlos. And we are also very privileged to have two leaders from the private sector. So it is my pleasure to welcome Monali Shah from Google, where you are heading the work on industry solutions for smart cities and urban mobility. Thank you very much, Monali. And finally, Stéphane Côté, president of the Major Projects Division from Cogir, which is a privately owned development company. Thank you so much for taking the time. We were going to also welcome Daniel Firth from the C40, but unfortunately he had to excuse himself on a very unforeseen reason at the last minute. So thank you all so much for taking the time to join us today. And I will now take the temperature around our virtual table here by asking each of our panelists to share briefly some initial thoughts in a few minutes. And after this first round, if everyone manages to stick to time, I hope we will have the opportunity for a second round of debate. So let me now switch to French, actually, to pick the brain of our first panelist. So I will turn to Jean-Philippe Meloche. Alors, Jean-Philippe, donc aujourd'hui, nous parlons beaucoup justement de l'impact de la pandémie sur ces centres-villes et de comment ils pourraient évoluer à l'avenir. Mais évidemment, les centres-villes d'aujourd'hui sont eux-mêmes le fruit d'une évolution. Et vous avez, je crois, beaucoup travaillé sur leur histoire, les forces économiques qui les ont bâties. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui fait que les centres-villes d'aujourd'hui sont ce qu'ils sont et comment vous pensez qu'ils peuvent contribuer à une véritable relance urbaine qui soit
à la fois économique et social, d'après vos travaux? Oui, merci pour la question. En fait, les centres-villes sont à la fois des constructions sociales, mais surtout le résultat d'un phénomène économique. En fait, on sait depuis le début des villes que les gens ont tendance à vouloir habiter en proximité proche pour partager des infrastructures, partager aussi des idées, des connaissances. Et c'est ce qui fait des villes, en fait, les endroits les plus innovants. Donc, on sait très bien que dans les grandes villes, les plus grandes villes et dans les centres des plus grandes villes, c'est là généralement qu'on va retrouver les salaires les plus élevés parce que le niveau de productivité dans ces villes-là est plus élevé qu'ailleurs. Entre autres, parce qu'on y partage des infrastructures à haute densité, mais aussi parce qu'on y partage des idées. Donc, les interrelations humaines, les contacts face à face sont des intrants fondamentaux dans la production. C'est ce qui explique la productivité et les salaires. On est dans un choc assez particulier puisque ce que la pandémie nous amène à faire, c'est d'éviter les contacts sociaux. Donc, on a enlevé un intrant important de notre économie et on a substitué avec des technologies de communication qui nous ont permis de rester malgré tout productifs, même dans un moment où on ne peut plus nous servir des contacts ou des interactions directes. Et ces technologies-là qui nous amènent à faire du télétravail posent une question, en fait, sur le problème d'avenir, c'est-à-dire est-ce que ces technologies-là viennent se substituer à ce qu'on connaissait avant? Donc, est-ce que l'avenir des centres-villes est compromis? Est-ce qu'on va vivre ou est-ce qu'on va produire autrement que par le passé? Ou est-ce que ces technologies-là sont plutôt complémentaires de ce qu'on faisait dans le passé? C'est-à-dire que pour l'instant, on s'en sert pour pallier un problème, mais éventuellement, quand ce problème-là va se résorber, les technologies de communication qu'on a mis en place vont pas venir se substituer aux interactions interpersonnelles qu'on a dans les centres-villes qui génèrent l'innovation, mais vont venir s'additionner. C'est donc dire que des gens qui sont de plus en plus loin des villes, de plus en plus isolés de ces villes-là, vont pouvoir s'y connecter et éventuellement pouvoir se déplacer vers ces villes-là, non pas quotidiennement, mais peut-être plus de manière plus sporadique, mais quand même, ça va générer des activités dans nos centres-villes qu'on n'avait pas avant. Donc, il y a deux visions ici. Donc, ceux qui craignent un peu la désertification des centres-villes et la reconfiguration économique dans une échelle spatiale différente, et ceux qui sont peut-être un peu comme moi, qui se disent que non, dans le fond, les technologies qu'on a présentement sont complémentaires de ce qu'on faisait avant. Et plus on va être capable de surmonter les effets de la pandémie, plus on va se retrouver à conclure que, dans le fond, les interactions interpersonnelles en face à face sont encore fondamentales dans notre économie. Je pense qu'il va y avoir un retour vers les centres-villes et éventuellement des problématiques qu'on pense avoir résorbées par la pandémie, c'est-à-dire les enjeux de congestion, les enjeux d'accessibilité dans nos villes, bien, vont finir par refaire surface. Donc ici, il y a un enjeu d'essayer de voir le futur, non pas seulement dans la visière qu'on a, ou du moins dans le hublot qu'on a qui regarde sur la pandémie, mais de le voir aussi à long terme, où il va y avoir un retour vers nos centres-villes et un retour des problématiques qu'on avait avant sur l'accessibilité, sur la proximité. Donc, d'être capable d'avoir des centres-villes vivants, ça reste malgré tout et malgré la pandémie et les conditions qu'on a actuellement, ça reste un défi plein et entier parce que les centres-villes et la proximité sont des intrants dans notre production. Oui, c'est extrêmement intéressant ce que vous dites sur cette combinaison de proximité physique et de proximité digitale, quelque part, enfin, numérique. Et tout un équilibre qui reste à trouver dans beaucoup de villes. Et justement, alors ça nous emmène peut-être vers notre prochain panéliste, Carlos Moreno, puisque justement vous avez été un pionnier de ce concept d'accessibilité, de la ville accessible, et notamment de la ville du quart d'heure, qui fait partie des grands engagements de la ville de Paris notamment, mais qui est également décliné dans plusieurs autres villes de l'OCDE, et je pense par exemple à la ville des 10 minutes à Bruxelles, la ville des 20 minutes à Melbourne. Alors, est-ce que vous pensez que les centres-villes peuvent eux-mêmes devenir une ville du quart d'heure dans la mesure où, déjà avant la pandémie, il y avait beaucoup de centres-villes qui étaient devenus trop chers pour y habiter, pour y travailler, et de nombreuses villes voyaient déjà en fait leur centre-ville se vider un petit peu avec un phénomène de ségrégation spatiale, un phénomène de gentrification. Donc, est-ce que les centres-villes peuvent devenir cette ville du quart d'heure eux-mêmes, et quels sont les facteurs de succès, à votre avis, Carlos?
faudra juste mettre je mets mon micro. Si vous pouvez, voilà, merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très, très heureux d'être ici. Et la question de centre-ville, la question de la proximité que mon collègue Jean-Philippe a évoquée, se trouve aujourd'hui au cœur des réflexions et au cœur des enjeux. Je vais juste rappeler que nous sommes dans une période très particulière, car dans nos villes, et on le voit encore plus dans les centres-villes, nous avons devant nous la double menace. Les changements climatiques d'un côté, la pandémie de l'autre. Jamais dans l'histoire du monde urbain, on a été confronté en même temps à prendre des décisions fortes sur les devenirs de notre manière de vivre dans la ville. Et je pense que nous avons aujourd'hui face au centre-ville un enjeu qui est celui de la décentralisation. La maire de Paris, Anne Hidalgo, quand elle a adopté le concept de la ville des quarts d'heure, elle a résumé dans une phrase qui s'apprête très bien en traduction anglo-saxonne, puisqu'elle dit « c'est le Big Bang de la proximité ». Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de réinventer, et je l'ai dit au pluriel, nous avons travaillé plusieurs sortes de proximité. La proximité sociale, la proximité de la mixité fonctionnelle, c'est-à-dire habiter, travailler, faire ses courses, faire attention à sa santé, accéder à l'éducation et à la culture, et avoir des loisirs, en bonne entente avec la nature et la biodiversité. C'est ce que nous appelons dans notre recherche les 6 fonctions sociales urbaines que nous souhaitons développer d'une manière décentralisée, que ce soit dans les centres-villes ou que ce soit dans ces périphéries. Le risque qu'il y a quand nous travaillons dans les centres-villes, c'est de créer de manière directe ou indirecte cette fracture entre le centre-ville et la périphérie, les suburbs. Donc, nous voulons développer une politique urbaine qui intègre les défis écologiques, économiques et sociaux avec cette notion de polycentricité, d'une ville polycentrique, d'une ville multiservicielle. Je voudrais dire que, et ça ne se prête pas pour les anglo-saxons, l'anagramme en langue française des centres-villes, il y a 2 possibilités. Rendez-vous clientèle, c'est celui qui est le plus utilisé, ou surveille. Donc, nous devons prendre le 2e anagramme des centres-villes, surveiller, c'est-à-dire installer de la vie. C'est pour ça que c'est important qu'on récupère l'espace public, qu'on ait des rues apaisées, qu'on ait des rues piétonnes, qu'on ait des mobilités douces, qu'on ait de la végétalisation, qu'on ait des lieux de culture mélangés avec des lieux dans lesquels on fait ses courses, des lieux de sport, des lieux de santé. Mais ce que nous allons faire dans les centres-villes, il faut qu'on le fasse aussi ailleurs. Et je l'ai dit à mes amis anglo-saxons aussi, il faut dépasser les frontières des suburbs et des centres-villes pour ne revitaliser pas que le centre-ville et créer des villes à plusieurs vitesses. Nous avons besoin de garder cette notion de bien commun qui est au cœur du fait qu'on puisse donner de l'accessibilité à ceux qui viennent ou qui habitent ou qui travaillent indépendamment de leurs revenus. C'est pour ça qu'une ville comme Paris a créé des sociétés filiales de la ville qui achètent des mètres carrés et les louent à des prix inférieurs du marché pour que puissent installer les commerces un peu partout. Pareil pour le logement social, pour que ça ne soit pas uniquement ceux qui peuvent se payer une qualité de vie et que finalement, avec les biens communs, la sauvegarde des biens communs, la prix Nobel Elinor Ostrom l'a modélisé en 2009, la gouvernance par les communs, ça donne cette possibilité des villes, des proximités au pluriel, mais quand même accessibles à tout le monde, quelle que soit la zone géographique dans laquelle on habite. Merci beaucoup, Carlos. On a eu quelques petits problèmes de connexion à un moment, mais je pense que le public aura bien compris que vous avez bien souligné ce risque de créer ou en tout cas d'aggraver une potentielle fracture, non seulement entre le centre-ville et la périphérie, mais aussi entre plusieurs quartiers au sein de la ville, et qu'il y a un certain arbitrage à faire pour ne pas remplacer un problème par un autre, en voulant faire de la proximité, de faire en fait des inégalités finalement. On aura l'occasion de revenir là-dessus, j'espère. Merci.
I'll switch to English to now try to move on to the insights that our panelists from the private sector can bring to this table, and they're very hands-on experience, I'm sure. So I'll move on to Monali. So in your responsibilities as head of industry solutions for smart cities and urban mobility at Google, I'm sure you saw, how data and digital technologies have really played this very critical role in helping cities overcome the first wave of the pandemic. And some of these changes are really here to stay in the longer term. And for example, working from home, at least partially. And this will really have an impact on the way cities can adapt to new ways, new patterns of people moving around in the city, and how they plan for the impact of climate change as well. So in your opinion, how can cities better use those data and those solutions that a company like yours is offering, and what impact would that have on the future of city centers? Over to you, Monali. Thank you so much, Sojin. And I apologize that my French is not as good to be able to speak in French, but very much appreciate the opportunity to be with you all. And yeah, I think you framed it up really well. What we've seen, over the course of the pandemic, all these needs that kind of have been there for a very long time, the innovation and the application of new technologies, and that transformation happened, like a decade's worth of that transformation happened in a very short time out of necessity, right? Because there was just immediate needs, from a public health perspective, social services, all kinds of different areas had to adjust. And so, as we think about it at Google, the way we approach our own products and services is, we call it bringing this 10x mindset for innovation. So it's really thinking boldly about how do we leverage the technologies that we've developed over the years, like AI and analytics and machine learning and simplified user experiences, and bring that to public sector agencies who are faced with managing all kinds of new dynamics, and the expectations have really increased. And as we've been working with different agencies across the globe, there's a few themes that have come out. So the first one is what we call the digital front door. Many services that typically people need to go physically to an office to access, that wasn't possible during the pandemic, right? There was shelter in place, but people still needed to access different types of services, whether it's receiving unemployment benefits or getting access to relevant information. So creating a way that enables people to engage in different ways with the services that cities provide, and creating that kind of digital interface and making it much easier to transact is one area where we saw just rapid adoption of new technology, and really helping to serve the citizens and the constituents in a much easier way, and also helping the agencies take off some of the load that they have in terms of all the requirements to serve, using technology and things like AI-based chatbots, that can take some of that load off, right? Those really came in very strongly as new solutions that were implemented during the pandemic. And I think those things are here to stay, right? New ways of engaging. And that brings me to my second one, connecting with community. So that's something that now we really see that there's multiple ways of being able to engage community. It's important to engage communities and meet them where they are. And that means across different languages, across different surfaces of communication, whether it's web or mobile or voice or in person, and being able to make sure that all parts of communities are engaged and included. And those voices that maybe have been left behind in the past, we're bringing those voices in, and we're finding ways to engage those communities, both in terms of the way information is communicated to communities, but also bringing those voices in as a part of the design of the community and the way cities are designed. And I think that gets into some of the
things that you were talking about with mobility and new patterns. There's new patterns that in our systems have been set up more for transit, and it's been set up more for the commute experience, but that's changing, right? So what are those different needs? How are people moving differently? And how does the environment need to be reconstructed in a way that adapts to the new community needs and how people are moving? And then I'll say the third area that you mentioned is around resilience, right? And climate resilience. We're seeing across so many different places all kinds of different impacts and different weather patterns and things that cities were not used to facing, right? There's extreme weather events, there's longer term impacts in terms of like erosion, there's flooding, there's fires, all kinds of different extreme weather events that are happening, and being able to anticipate and plan for those types of events, and then being able to look at what the impact on the built environment. So how do we translate what's happening kind of on this, what sometimes feels like a broad scale, but really localizing that and looking at what's the impact on my infrastructure, on my roads, on my built environment, and bringing that type of insight to help both from a longer term planning perspective, but then also from a more near term operational perspective. So I think those are the three areas where we've seen there's definitely the needs have kind of gone up a level, and our ability to bring solutions from a technology perspective is really accelerating the ability for cities to handle these complex topics. Thank you so much, Manali. And it's really interesting to see that already across those three interventions that we heard, there is this common thread around how do you bring the community together, even though the context is imposing those distancing requirements. But there's really an array of tools that you can use and combine together, including digital tools, but also other types of innovation, I guess, in the city. And so maybe it will take us also to our fourth panelist, Stéphane Côté. And I'll switch to French briefly here. So, Stéphane, merci beaucoup de vous être rejoint à vous et merci pour votre patience. Alors, parmi vos responsabilités, je crois que vous avez notamment travaillé sur un projet qui est extrêmement intéressant à Montréal même, qui visait à accélérer la transition vers une économie plus neutre en carbone, à rendre également le logement plus abordable, à offrir davantage d'espaces verts, etc. Donc, est-ce que vous pouvez partager quelques enseignements que vous avez pu tirer de ce projet qui est extrêmement concret sur les facteurs de réussite de cette transformation urbaine et de construire cette communauté urbaine dont nous discutons depuis le début de cette session, et peut-être quelles implications vous voyez également pour les centres-villes en dehors de Montréal, à partir de l'exemple de Montréal. Merci Stéphane. Merci de l'invitation. Alors, chez Cogir Immobilier, nous sommes très actifs au niveau développement d'habitation sous toutes ses formes. Alors, appartements, condominiums à la vente, résidences pour aînés. Nous sommes très impliqués en gestion d'immeubles commerciaux, bureaux, industriels. Et donc, nous sommes plutôt impliqués dans les centres urbains, mais aussi dans les plus grandes régions, dans les couronnes ou dans les suburbs. Nous avions, depuis quelques années, débuté à développer, à construire des projets mixtes. Et ne sachant pas qu'il y aurait la pandémie, ces projets mixtes visaient d'avoir un rez-de-chaussée commercial, des espaces bureaux, des appartements, des condominiums à la vente ou même des hôtels dans le cas d'un projet bien concret sur Montréal. Avec beaucoup d'espaces partagés, beaucoup d'espaces verts et espaces extérieurs. Je pense que la pandémie nous a amené à réfléchir un peu sur des tendances qui étaient déjà en place, mais ça les a plutôt accélérées. Ce qu'on a vu au niveau des villes, eh bien, les gens n'avaient plus besoin d'aller au bureau, que ce soit à 15 minutes ou avec un certain commute.
et on a assisté au phénomène du work from anywhere. Et ce qui est plutôt inquiétant, à mon avis, c'est de voir que les centres-villes se sont vidés, les étudiants, les universités, les travailleurs n'avaient plus besoin d'être au centre-ville. Alors, pourquoi ne pas être à la campagne? Pourquoi ne pas être peut-être à l'extérieur du centre où les logements sont moins chers et il y a plus d'espace vert? Les services sont aussi disponibles. Depuis le projet dont vous mentionnez, qui est un projet en fait C40 du concours Paris Reinventing City, en collaboration avec la Ville de Montréal, qui avait mis un site en appel à projet. Nous avons avec Cogir, Ivanhoé Cambridge et Pomerleau travaillé sur un concept où il y aurait vraiment en plein centre-ville, ici à Montréal, sur le bord de l'eau, dans le Vieux-Montréal, développer un projet d'appartements, de bureaux, de commerce de proximité, visant une certaine économie circulaire avec le quartier, avec le voisinage. On a plus de 320 appartements, on a du logement social, logement abordable, on a une ferme urbaine, on a des plantations extérieures. Et ce qu'on s'est vu aussi, ce qu'on s'est aperçu, avec la pandémie, c'est que les gens veulent plus d'espace extérieur. Souvent, dans nos plus petits appartements, si on doit travailler de la maison, eh bien, ça devient rapidement un peu serré, surtout si on est en couple ou si on a une famille. Alors, des espaces de coworking, nous avions débuté à intégrer dans nos projets des espaces de coworking qui permettent de sortir de l'appartement et d'aller dans un espace professionnel, aménagé avec audiovisuel, etc., qui permet aussi de rencontrer des collègues, des partenaires, et non dans son appartement. Alors, nous avons développé beaucoup d'espaces verts, des plantations extérieures aussi pour les résidents. Et ce qu'on vise, et le projet est en développement actuellement, nous espérons débuter la construction en début d'année. Et on a essayé aussi, nous sommes sur une piste cyclable, sur un bord de l'eau. Alors, nous intégrons l'aspect vélo à notre projet, l'aspect des voitures en partage, des voitures électriques en partage. Et sous tout cet aspect-là d'essayer de créer un peu un écosystème à même un grand projet, mais qui vient se relier au secteur, au quartier, à la communauté, que ce soit physiquement, via des échanges commerciaux ou avec la technologie, d'essayer de venir vraiment prendre une place et d'avoir des liens avec le secteur. Et le transport en commun est à côté, etc. Donc, tous les transports actifs. Donc, on vise vraiment un projet avant-gardiste qui était en développement avant la pandémie. Et en ce moment, on est en train d'y apporter quelques légères améliorations ou modifications. Mais je pense que si on est capable d'avoir des projets urbains ou même à l'extérieur des centres, mais bien intégrés, des projets mixtes qui viennent avec beaucoup de complexité aussi, mais ça va sûrement aider à garder nos gens dans les centres-villes, peu importe la situation pandémique, économique ou sociale, parce que ça devient à la limite des projets presque autosuffisants, mais des projets qui demeurent quand même connectés à leur milieu. Merci beaucoup Stéphane, et c'est vrai que la pandémie a mis un coup d'accélérateur quelque part à des transitions qui étaient déjà en cours, effectivement, mais qui du coup nous forcent à être plus efficaces et plus multisectoriels également. Donc c'est vrai que cette question de comment tirer le meilleur parti possible de la pandémie et de la phase de relance se pose de manière de plus en plus aiguë dans les projets urbains, justement. Et à cet égard, alors puisqu'on a fait un petit tour des leçons qu'on a pu tirer de ces derniers 18 mois,
Je vais repasser en anglais là. So it was striking to me, listening to you all, that in fact none of you really seems to predict a sort of mass exodus from cities to rural areas, even though some people and some media seem to foresee this, death of big cities. But I was curious to see if you think there will be perhaps a sort of new hierarchy of cities, maybe, with, for example, mid-sized cities, so smaller cities that might be offering this more affordable and more livable alternative to big cities. And in some countries, you can actually read, headlines about the revenge of mid-sized cities. So I was curious to have your thoughts about this and whether mid-sized cities will actually be the big winners of this pandemic. And maybe I will turn to our first panelist, because you were talking, Jean-Philippe, because you were talking about this historical evolution and all the economic forces that shaped cities. So what do you think about, this potential rise of mid-sized cities, and especially, related to the concept of polycentricity, for example, that Carlos was mentioning, or this ecosystem that Stéphane just mentioned as well? Je vous répondrai dans un premier temps que la pandémie, les grands gagnants ont surtout été la périphérie, les banlieues, l'extérieur, donc même pas les villes de taille moyenne. Donc on est vraiment à l'extérieur complètement des villes. Ensuite, tout dépendant des pays dans lesquels on se trouve, une ville de taille moyenne n'a pas la même définition. Chez nous, les villes de taille moyenne sont très petites. Aux États-Unis, elles sont très grosses. Ce qu'il faut comprendre pour qu'une ville soit dynamique dans l'économie du savoir, c'est qu'il faut avoir des institutions fortes qui sont capables de créer, produire et transférer ces savoirs-là. Souvent, on va pointer du doigt les universités. Donc, les villes avec beaucoup d'universités ou avec des centres de recherche, des centres de développement ou des entreprises qui ont des volets recherche et développement très développés vont être des villes qui sont dynamiques. Et c'est pas toujours les plus grandes villes qui ont ces infrastructures-là, mais c'est très rarement les petites. Donc, l'avenir n'est pas nécessairement aux petites villes, tant et aussi longtemps qu'on va être dans une économie du savoir. Les interactions humaines vont être importantes et les institutions qui permettent de créer, transférer, produire les connaissances vont aussi être fondamentales. Ce qui fait que quand on parle de la revanche des villes moyennes, souvent on va parler peut-être des villes qui ont quand même 1 million d'habitants. Donc on n'est pas dans l'histoire de la revanche des villages. Donc oui, pendant la pandémie, les gens peut-être fuient les milieux urbains à haute densité, mais pour ce qui est de la productivité, de la possibilité de créer de la croissance économique dans le futur, les villes qui ont les institutions et les infrastructures nécessaires vont gagner. Ce ne sont pas que des grandes villes, effectivement, mais il y a un seul minimum d'infrastructures et de capacité à détenir pour être capable de tirer son épingle du jeu dans cette situation-là. Oui, et justement, alors sur cette question de polycentricité et d'offrir de la proximité quand même aux habitants qui sont en demande de proximité, Carlos, si vous êtes toujours avec nous, j'espère. Est-ce que vous voyez émerger en fait une tendance à cette croissance des banlieues plutôt que les villes moyennes, petites, comme ce que Jean-Philippe expliquait tout à l'heure? Merci, Sujette. C'est vraiment une suburbanisation. Oui. Merci, j'ai un petit problème technique des bandes passantes, donc du coup il y a ma photo, mais je suis là. Et oui, cette question du polycentrisme est au cœur aujourd'hui des grands choix stratégiques urbains. On a trop souffert de l'hypercentralisation des fonctions au centre-ville. On a trop souffert de certaines spécialisations de la ville dans des zones corporate avec des grandes tours, des zones culturelles, même des quartiers qui ne donnaient pas envie d'y être par cette absence de mélange, pas uniquement social, mais également des fonctions sociales, de ce que nous faisons dans les quotidiens. On le voit avec la pandémie, quand le quartier corporate se sont retrouvés avec moins de 15% d'utilisation. On imagine toutes ces places perdues
puisqu'il n'y a plus personne qui venait travailler. Donc, on doit aujourd'hui sortir de ces paradigmes qui a été dans le monde urbain moderne, avec un taux d'utilisation des bâtiments inférieur à 40% dans ces journées. Parce que l'activité est fermée et finie, on ferme. Ça veut dire qu'on a entre 60 voire 70% du temps un lieu, un parfait état vide, parce qu'il est monofonctionnel. Donc notre combat est pour un polycentrisme fonctionnel, pour un mélange d'activités. Et il est également pour que la qualité des vies soit au cœur de nos enjeux. Et la qualité des vies aujourd'hui, elle ne peut prendre forme que si on offre à chacun de nous un accès par des moyens décarbonés face au climat, avec moins de CO2, dans de courtes distances, à quelque chose de complexe qui vient satisfaire nos besoins essentiels. Et c'est là où nous disons, avec Gabriel Dicarder, qu'il faut casser la rupture entre le centre-ville et sa périphérie. Et c'est pour ça que nous voulons développer cette multi-usage. Les C40 et les collègues de Montréal l'ont dit tout à l'heure, a lancé ces programmes, effectivement, dont nous sommes très fiers avoir eu cette initiative de dire faisons de chacun de nos lieux et fonctionnels et changeons le rapport entre l'espace urbain et le temps. On perd trop de temps dans des transports inutiles et il vaut mieux que le temps qu'on peut gagner par des proximités, on le mette au profit de la qualité de vie personnelle avec mes voisins et mes collègues de travail dans des bonnes conditions et avec la planète pour avoir des gestes écologiques et avoir un peu d'altérité avec des gens qu'on ne connaît pas pour mieux vivre ensemble. Oui, c'est vrai que en fait, ça nous ramène au concept peut-être de chrono-urbanisme et de comment faire en sorte que plusieurs sortes de catégories d'utilisateurs de la ville puissent profiter de la ville sur plusieurs moments à travers le temps, donc vraiment avoir cette multifonctionnalité aussi bien dans le temps que dans l'espace. C'est extrêmement intéressant. Mais pour arriver à ça, alors je vais passer à Monali peut-être si on a encore le temps. So in order to achieve this multifunctionality of the city that Carlos was just mentioning, I guess we really have to make sure that cities use those new tools, new digital technologies and this data in an inclusive way, because otherwise you will try to achieve the digital transition or the climate transition, but you will miss the inclusive transition in a way. You were touching earlier on, I think, about the need to give the voice back to some people or communities who were left behind. So, how do you think we can achieve actually those three, bits of this magic triangle? Making sure that we have a digital transition, a climate transition, but also have an inclusive transition towards, an urban society where no one is really left behind. Yeah, as we've been working on this, we've been thinking about it through three different lenses. First is that ability to engage community in new ways, as I was talking about. Second is taking a human-centered design approach. We're really understanding and observing and the experiences of people in real situations, right? And then the third is the data-driven approach, right? And so sometimes we start with like, oh, what's the data we need, and get focused on that. But we really like to step back and say, like, okay, let's really look at what are the problems that we're trying to solve? How do we frame the questions in the right way? And what are the outcomes we're trying to achieve? And then start from that point. And the technology can help accelerate a lot of those explorations and discovery process. And one of the ways that we've been doing that is working with, you think of all this data that we have, like Google has, like Google Earth Engine, and, we have kind of all this data that we're collecting from the real world. And then there's lots of other data that cities are collecting and other sources of data. And what we do is kind of bring it into a platform, and if you think of like that concept of a digital twin, right, where you can see, all these different aspects of the built environment and plus what's happening
real-time conditions, different modes of transportation, land use, bringing all of that type of data together, and then being able to do rapid scenario analysis using technologies like AI. And so, you know, I like to say, like, we sometimes think of like the future of cities and like what's going to happen in the future, but there's so much that we can do right now. And it's really a matter of thinking of like, okay, let's start with what are the questions and the outcomes, bring together the data into a platform that enables to do that rapid analysis and look at different scenarios and outcomes, and then use that to help us in that human-centered design approach, right? So it's that combination of understanding what the data tells us, but then also validating that and having that point us in a direction that helps us understand where do we need to go and understand more? How do we need to adjust based on getting that input from the community? How does that affect the type of data that we collect? So the tools and the technology really enable us to do a lot of these things in a much faster and easier way, where before these things were very hard and you had to have a deep set of skills. You had to have people who were data scientists and had like super, you know, intense levels of experience in these things. And what we've done is really make a lot of that technology much more accessible. And so it's usable by more of the business users and the policymakers and people that can leverage this type of technology and make it much easier to bring these different decision points in a way that is much more inclusive. So that's the power of the technology, is really helping to accelerate all those different aspects that need to be brought together and do that in a much faster way. And so as we work with cities, you know, it's often like we don't need to do it in the ways that we did it before, where it's like, you know, kind of a long planning cycle before you get to like starting to test things. Now the technology enables us to do that in much shorter and faster cycles, and the cost is much lower. And so that's where we say take advantage of that, because you can learn and do that rapid iteration and then be able to adjust as you're going through that process. Yeah, what you're saying really resonates actually with the results of a survey that the OECD conducted recently with Bloomberg Philanthropies in the US. Which showed that basically cities are overwhelmed with data. They are not really lacking data itself. They really lack, I guess, the capacity to process the data and to translate it into, you know, valuable information for policy making. And that's usually where the key lies, really. So thank you so much for pointing this out. I'll turn to Stéphane for our last minutes together. And I'll switch to French. Stéphane, vous mentionniez tout à l'heure l'importance du logement dans l'avenir de la ville et comment les besoins et les envies des habitants sont amenés à changer avec évidemment la montée du télétravail, mais aussi les nouvelles envies d'espace ouvert, un espace dédié au travail à l'intérieur de son logement, etc. Donc je me demandais si vous voyiez déjà un peu les nouvelles tendances du logement en ville et notamment dans les centres-villes peut-être, et comment faire en sorte que les logements deviennent télétravaillables, même en ville, et pas juste à la campagne ou voilà, dans des espaces beaucoup plus lointains. On a des données à l'OCDE qui montrent que les emplois sont beaucoup plus télétravaillables dans les villes par rapport aux espaces ruraux. En fait, il y a une différence de 13 points, je crois, de pourcentage entre les villes et les espaces ruraux en moyenne dans l'OCDE. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour le logement en ville et comment le logement doit également se transformer, très brièvement? Alors, très bonne question, et ça me rappelle une blague que j'ai vue pendant la pandémie dans les journaux. Il y avait une caricature, puis c'était l'intérieur d'un avion. Puis il y avait dans la bulle, ça disait « Hi, this is your pilot. I'll be working from home today. » So, j'imagine que vous avez raison. Il y a des emplois qui sont très difficiles à faire en télétravail. Et probablement que les emplois de centre-ville, plus près des grands bureaux, des mairies, des centres de recherche, des universités, etc., sont les grands cabinets
sont du travail qui est plus facile à faire en télétravail, toute l'économie du savoir. C'est sûr que quelqu'un sur une ligne d'assemblage ou des gens dans le système de la santé qui sont frontline n'ont pas le choix que d'être présents. Alors, ce qu'on a vu et ce qu'on avait déjà débuté à faire chez Cogir, c'est parce que de plus en plus, le Work from Anywhere avait déjà débuté à petite échelle et il y avait même des grands cabinets qui permettaient à des employés de travailler de la maison certains jours ou certains matins, éviter le transport pour les enfants ou autres. Alors, nous avions déjà débuté à prévoir des espaces de travail dans tous les appartements. Alors, et selon la taille des appartements, ça peut être juste un coin avec un espace travail ou carrément un bureau qui peut se fermer, où on peut être à la limite 2 personnes. Alors, ce mouvement, on l'avait débuté. Alors, dans le moment, c'est un prérequis dans tous nos appartements. On veut s'assurer qu'il y a un espace travail. Et comme je disais un peu plus tôt, l'aspect du coworking, donc d'avoir des espaces d'affaires dans les immeubles bien situés, que ce soit au rez-de-chaussée, en terrasse ou autre, pour que les gens puissent sortir de leur appartement et d'aller dans un milieu un peu plus formel de travail. Et donc ça, nous avions déjà débuté ça. Maintenant, après ce que les gens veulent, et la plupart des panélistes ont touché, des espaces extérieurs, des espaces verts, des lieux pour le sport, les rencontres, la culture. Donc, dans les projets mixtes, on essaie d'intégrer ça. Mais le fait d'être dans un milieu urbain, il y a beaucoup de services alentour. Donc, tous les services n'ont pas à être nécessairement dans l'immeuble, mais se retrouvent dans le quartier. Alors, je pense que nous venons nous connecter dans un quartier et nous venons rajouter, on l'espère, à ce quartier. Mais l'avantage d'être dans les villes, c'est qu'il y a énormément de services et d'espaces publics, etc. Et comme le maire de Rosemont parlait un peu plus tôt, les villes aussi sont à réfléchir sur la redéfinition de ces espaces publics-là. On voit maintenant des rues qui sont fermées et le soir, ça devient des espaces terrasses. Les gens, les restaurants utilisent l'espace, etc. Donc, il y a c'est un exemple, il y a plein de façons de pouvoir s'approprier la ville pour pouvoir avoir plus d'espace et surtout d'espace extérieur. Parce que surtout dans des pays nordiques comme nous, où la saison estivale est plutôt courte, mais on veut en profiter. Merci beaucoup, Stéphane, et j'en profite pour remercier tous nos panélistes, Jean-Philippe, Carlos, Monali, Stéphane. Un grand merci de vous être joints à nous. Et évidemment, il y a encore beaucoup de travail à faire pour faire en sorte que nos villes se réinventent pour le futur, mais on voit qu'on ne manque pas d'idées, d'initiatives, d'exemples concrets. So I will close here by thanking our panelists again. Please, our audience, please don't hesitate to follow them, to follow also the OECD work on cities. You can find us on OECD_local on Twitter and LinkedIn. So thank you very much, and I wish you a very nice rest of the day, I guess, in Montreal, and rest of the day elsewhere. Thank you.